Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission numéro 9 de Studio Libre, on termine nos rencontres avec les candidats avec Michael Coronen et on parle de sécurité routière. Bienvenue à Studio Libre. Dans le cadre des élections municipales du 2 novembre prochain, j'ai rencontré les candidats au poste de conseiller dans Buckingham et Masson-Angers. Ils auront 13 minutes à plus ou moins 1 minute pour nous parler de leur top 3 des dossiers prioritaires pour leur district et également répondre à quelques questions spécifiques. Nous rencontrons maintenant le candidat de l'équipe Mario Aubé pour le secteur de Masson-Angers, M. Michael Coronen. Bonjour. Bonjour, M. Caron, merci de m'avoir. Et c'est une première partie d'entrevue plutôt cadrée. Oui. Les 3 dossiers plus principaux que vous avez pour votre secteur dans les 4 prochaines années si vous êtes élu. Bien, premièrement, je pense que ce qu'on désire faire, juste au-delà de l'équipe Mario B, mais pour les gens de l'Est, Masson-Angers spécifiquement, c'est vraiment les services de base. Fait que les services municipaux, assurer une base accessible, efficace. Qu'on parle maintenant du 3-1, par exemple, qu'on parle accessibilité pour les projets, peu importe de déneigement à la sécurité routière. Ça serait un parmi tant d'autres. Okay. Numéro 2, en tant que priorité, ce que je regarde présentement, c'est tout ce qui est infrastructure. Alors, complexe multisportif, on entend beaucoup parler du 2 glaces présentement dans l'Est. Je crois qu'il faut avoir une plus grande vision par rapport à l'Est et viser plus grand avec un complexe qui aurait probablement d'autres paliers, d'autres sports qui pourraient être intégrés. Bien certain, il faut dépenser au niveau de nos capacités. Alors, c'est une intégration probablement en phase que je recommanderais de ce côté. Numéro 3, on parle de transport en commun. C'est une réalité dans l'Est, que ce soit pour se rendre au niveau du centre-ville de Hull, vers Ottawa. C'est toute une réalité à traverser en véhicule, premièrement. 82%, si je ne me trompe pas, des Gatinois voyagent toujours en véhicule. Maintenant, l'aspect autobus STO au niveau de l'Est de la ville est quand même assez complexe présentement. Le Rapibus en fait partie, bien certain, et les modalités de transport en commun ont changé dans les dernières années. Et clairement, l'Est de la ville a grandi drastiquement. Oui. Fait qu'on doit s'adapter maintenant à une nouvelle réalité. Maintenant, du côté des infrastructures, on parlait justement de... Bon, on parle de déneigement, de sécurité routière. C'est quand même la base d'une municipalité qui doit s'occuper. À quel point c'est complexe? Bon, on parle notamment dans le secteur Masson-Angers de la 148 versus une rue plus locale, la 148 étant sous juridiction provinciale. Donc, à quel point c'est difficile de jauger pour instaurer de la sécurité routière sur ces routes-là avec à faire des demandes au ministère, justement. Est-ce que c'est plus complexe, moins complexe d'être plus dans une rue locale? Fait que je vais te répondre en 2 parties. Fait que la première partie, c'est que présentement, je suis pas assis à la table. Fait qu'il y a certains processus que j'ai pas été exposé encore, que je vais devoir apprendre. Cela dit, je crois sincèrement que c'est les collaborations entre la ville et le MTQ afin d'assurer le meilleur service possible, le plus sécuritaire possible, bien certain, autant pour le citoyen que la personne qui passe de bord en bord de la ville de Gatineau, bien certain. Maintenant, c'est d'être capable de travailler main dans la main de façon efficace. Puis c'est sûr qu'il y a des ententes de services qui sont en place, fait que ce serait important de les reviser ou au moins me familiariser, je devrais plutôt dire, avec, afin de pouvoir offrir le meilleur support dans ces conditions. Et on parle d'infrastructures, notamment aussi, les infrastructures sont vieillissantes. On parle, trottoirs, on parle, dans les secteurs qui sont nouveaux, c'est pas un problème, mais dans les secteurs plus âgés, comme je pense aux vieux maçons, il y a quand même de l'amour à donner. Comment est-ce qu'on peut avoir une certaine priorisation de ces secteurs-là par rapport aux autres qui ont besoin d'amour aussi, là? C'est une très bonne question, définitive. Puis la réalité de Masson-Angers, c'est l'amplitude du district. On parle quand même de partir du coin du Cheval-Blanc, on s'en va jusqu'à le chemin Pagé qui est en direction de Tursault. Et dans cette réalité-là, il y a beaucoup
diverses années de croissance dans notre logement et dans l'infrastructure. Fait que pour retourner à votre question par rapport à ça, je pense que c'est important de créer une priorité au niveau du district, mais bien sûr en conjonction avec la ville pour voir qu'est-ce qui doit venir en premier. Fait que maintenant, les nouveaux secteurs sont normalement adaptés pour les personnes aînées, les gens avec des handicaps. Fait que c'est ce genre de décisions qu'on doit prendre dans notre analyse pour le futur, pour les endroits qui sont plus à risque, pas plus à risque, désolé, mais plutôt qui sont dus à être rénovés. Comme vous avez mentionné, le vieux maçon, afin d'assurer que les trottoirs sont en place. On a des pistes cyclables mises en place aussi, les rues plus sécuritaires, des traverses à piétons. Des fois, il y a des petites choses qu'on peut faire à très peu coût, mais qui peut avoir un très grand impact. Parle de très peu de coûts, mais là, dans l'autre dossier, les coûts sont assez élevés. On parle notamment d'infrastructures sportives. Je pense à l'Aréna Robert-Rochon, qui est quand même âgée. Peut-être moins en fin de vie que celle de Buckingham, mais quand même, il faut mettre une certaine priorisation dans les prochaines années, à savoir si on rénove ou si on fait quelque chose de nouveau. Donc, ces structures-là qui demandent un investissement vraiment important, ça semble être complexe à la ville d'aller chercher ces financements-là. On parle notamment de Buckingham. À quel point ça peut être complexe un dossier comme celui-là pour offrir quelque chose aux gens dans un avenir qui est quand même relativement rapproché? Oui, définitif. Encore une fois, je suis passé à la table. Fait que cette difficulté-là de présentement, j'ai pas accès à tous les dossiers. Mais si ma compréhension présentement par rapport à quelque chose comme le complexe sportif, c'est lorsqu'on avait parlé dans le passé d'établir un 2 glaces au niveau de l'Est. Ça venait avec le on ferme Buckingham et Masson en tant qu'aréna. Maintenant, je crois que les besoins ont grandi drastiquement depuis et on doit être capable de s'adapter à nouveau à la nouvelle réalité. Est-ce que, tout comme la Maison des citoyens, est-ce que c'est de réparer, de déménager, de démolir? C'est ce genre d'analyse-là qui doit être fait auprès soit des ingénieurs, les personnes spécialisées, afin de voir le meilleur résultat possible. C'est sûr que plus qu'on attend, plus que ça coûte cher. Fait que je crois en même temps que c'est pour ça qu'implanter un projet en phase est probablement une clé. Si on parle d'un 2 glaces présentement, on a la commission scolaire qui est prêt à donner un terrain au niveau de la ville. On a un organisme à but non lucratif qui veut embarquer dans le financement aussi. Fait que je crois qu'on a une opportunité. C'est là que la ville doit faire un engagement à un coût bien certain. À quel coût, c'est l'analyse qui est importante et faire une planification à long terme. Maintenant, est-ce qu'entre-temps, c'est de regarder un aréna comme un Masson, par exemple, et introduire de l'argent pour la faire survivre, pour la mettre à long terme? Ça serait à analyser en temps et lieu, bien sûr. On parle maintenant de transport en commun. C'est un dossier qui revient souvent sur la table. Pour l'Est notamment, bon, on parle de tramway dans l'Ouest, mais d'ici, disons que le transport en commun n'est pas très favorable à ce que les gens l'utilisent quotidiennement pour se rendre notamment à Gatineau et compagnie. Donc, dans l'Est, on a fait le transport à la demande, mais du côté du transport pour se rendre d'un bout à l'autre de la ville, c'est encore complexe. On parle de ramener le rapibus vers l'aéroport, mais est-ce qu'il y a des moyens de faire en sorte que les gens l'utilisent plus ici dans l'Est et que ce soit pas 2 heures ou 3 heures pour se rendre à un bout de la ville? Oui, ça demeure une réalité qui est quand même difficile et qui ne changera pas nécessairement à 100%. Il faut être réaliste que lorsqu'un citoyen de l'Est s'en va vers, on va dire, le Costco, d'aller en autobus, ce n'est pas réaliste. Fait qu'il va toujours avoir cette majorité qui va se déplacer, tout comme je disais tantôt, au-delà de 80% en véhicule. Maintenant, vous avez fait mention d'un rapibus allant jusqu'à boulevard de l'aéroport. L'important avec ce facteur, ça va être d'avoir un stationnement qui peut accueillir les gens pour pouvoir inciter les gens à participer et à prendre l'autobus. Entre-temps, je crois sincèrement qu'on se comprend que le rapibus va prendre des années avant d'arriver. Je crois qu'on doit retourner probablement à évaluation sur la table et regarder ce qu'on faisait de bien auparavant, ce qu'on fait de mal présentement et de bien, et adapter notre plan en conséquence. Une des choses que j'entends beaucoup parler lors de mon porte-à-porte, j'ai fait plus de 5000 portes présentement au niveau de Masson-Angers, le fameux Boss Express. Oui. J'ai l'exemple que je pourrais vous donner maintenant, si on part de l'avenue des Laurentides, secteur Angers.
Il y a un autobus, si je ne me trompe pas, le 94 vers les 5h30 directement à Ottawa, à environ 30 minutes. Tu manques cet autobus-là, le prochain, c'est environ 1h30 de route parce qu'il embarque sur le Rapibus à la jonction de Lorrain. Fait que probablement, mon analyse à moi serait de reconsidérer les express afin de rendre le service plus accessible, plus attrayant, bien certain pour le citoyen. Si le service est plus attrayant, plus efficace, une route plus directe, je crois sincèrement qu'on pourrait augmenter l'offre. Maintenant, à côté plus personnel, vous avez été dans les dernières années assistant de Mario Aubé et justement, quand j'ai entendu parler de vous, je me demandais, le nom me disait quelque chose, mais j'arrivais pas à mettre un visage. Comment est-ce que vous allez faire pour que les gens vous connaissent, justement, autre que sur une pancarte? Ça, c'est une très bonne... je me suis fait donner beaucoup d'avis. Tout le monde a un avis. Lorsque tu deviens parent, fais ci, fais ça. La même chose, c'est arrivé en politique. Et le premier conseil que Mario m'a donné, et je l'ai entendu de d'autres élus aussi, c'est le porte-à-porte. Je ne peux pas être plus honnête que ça. Oui, je travaille à l'arrière de Mario. Je suis conscient avec le travail qu'il a apporté à Masson-Angers. Je veux continuer le service qu'il a offert en ayant une politique de proximité. Cela dit, le porte-à-porte, c'est la seule et unique façon pour moi de continuer à me faire connaître. Vous me donnez une opportunité aujourd'hui, puis je suis reconnaissant aussi, bien certain. Comme j'ai mentionné un peu plus tôt dans notre discussion, j'ai fait quasiment, si pas dépassé, 5000 portes déjà. On parle au-delà, pas loin de 6000 à faire au total à Masson-Angers, environ 17 000 plus citoyens. Alors, une porte à la fois, un citoyen à la fois, comprenant très bien que je ne pourrais pas tous les rencontrer parce qu'il y a des gens d'absents, mais encore la proximité et prendre le temps de les écouter. Être accessible, c'est vraiment la clé. Puis, rester moi-même. Et donc, qu'est-ce qui vous a frappé, notamment en faisant du porte-à-porte? Ce qui m'a frappé, tu crois connaître ton environnement jusqu'à ce que tu commences à marcher les rues. J'ai 41 ans, ça fait plus de 20 ans que je me promène dans le secteur Masson-Angers et je pensais connaître tout, mes rues. Et lorsque j'ai commencé à les marcher, c'est là que j'ai fait face aux vraies réalités des citoyens. On parlait un peu plus tôt hors ligne de la vitesse dans les rues, ces choses-là. Une nouvelle réalité, beaucoup de livraisons Amazon, par exemple. Pas juste Amazon, mais étant une. Livraison générale. Le nombre de colis qui se promènent et la vitesse de ces livreurs dans les rues. On ne prend pas le temps de marcher dans ces rues-là assez pour comprendre la réalité. Fait que ça, c'était vraiment, excusez-moi le terme un peu anglophone, eye-opener, afin de voir ce qui se passait. Maintenant, au fur et à mesure que tu rencontres les citoyens, c'est de voir leur perception des choses et tu réalises très rapidement que les gens ont de très bonnes idées. Ils ne sont pas tous nécessairement applicables, absolument, mais par contre, ça vaut absolument la peine d'être écouté et à considérer. Et le constat, ce qu'on vous parle, la première chose qu'on vous parle quand on vous répond à la porte, c'est quoi? D'un district à l'autre, c'est très différent. Je crois que ce qu'on me demande le plus, c'est qu'on veut notre partie du gâteau. L'Est a été délaissé beaucoup dans les dernières années. Je crois que Mario Aubé a fait une grande différence en tant que conseiller. Le citoyen de tous les jours veut avoir une partie du gâteau. On paye des taxes comme tout autre citoyen au niveau de la ville de Gatineau. Beaucoup d'investissements ont lieu dans l'Ouest et l'Est veut leur morceau. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis je vous souhaite bonne chance pour le 2 novembre. Merci beaucoup. TVC Basse-Lièvre, la télé qui nous rassemble. Il est rare que quelqu'un va s'avouer un danger public au volant d'emblée. On se considère tous comme des bons conducteurs, mais dans les milieux de vie, il arrive parfois qu'il y a des distractions et qu'il y a un potentiel de risque beaucoup plus élevé et ça peut être facilement fatal si on n'échappe qu'une simple partie de la chose. Conduire, c'est un privilège et on va en parler avec ma prochaine invitée, Geneviève Perron, porte-parole et relationniste à la Société d'assurance automobile du Québec. Bonjour, Mme Perron. Bonjour, M. Caron. Et comme je le disais d'emblée, c'est facile
d'en échapper un peu. On est distrait, on parle à l'autre personne, on parle au téléphone aussi, même Bluetooth, ça peut être quand même relativement facile de l'échapper, puis d'oublier quelque chose. Et puis, comme on disait, dans les milieux de vie, eh ben, c'est des risques qui sont beaucoup plus rapprochés que, par exemple, sur une autoroute. Exact. On va souvent avoir l'impression que les grands accidents vont se produire sur les autoroutes, mais en réalité, les milieux de vie, c'est un endroit où on va voir des résidences, des petits commerces, ces choses-là. Puis c'est là où se partagent la route les usagers vulnérables, les gros camions, les voitures. Il va y avoir des scooters, on voit de plus en plus de trottinettes aussi, des piétons. Donc, c'est là où il faut faire doublement attention. Oui. Et puis, dans les milieux de vie, d'ailleurs, on en parle, c'est une campagne qui se déroule présentement et avec, qui met en vedette Catherine Levac, l'humoriste. Et puis, on voit des publicités qui sont très, très caricaturales, du genre la personne ultra parfaite qui dit « Oui, moi, les milieux de vie, je fais attention, je ralentis. » et ça. Ça en est pratiquement caricatural, c'est drôle. Mais quand on y pense, c'est ce qu'il faut faire dans les milieux de vie. Exactement. Chacun a son rôle à jouer. En fait, c'est une responsabilité qui est partagée. Pour les automobilistes, ben en fait, faut faire attention à nos angles morts. Vous savez, le gros palier, le gros pilier qui est entre le pare-brise puis la fenêtre du côté peut cacher des individus qui s'apprêtent à vouloir traverser la rue. Il faut faire vraiment attention à ça. Puis, tout le monde a son rôle à jouer dans le sens où même les piétons, la distraction, ça s'adresse aussi à eux. Quand on est prêt à traverser la rue, on lâche son téléphone avant de traverser. Ça, on peut voir. Exactement. Puis la distraction, c'est pour tout le monde aussi de faire attention à ça. Puis chacun a son rôle à jouer dans le sens où il faut établir un contact visuel entre les différents usagers de la route pour s'assurer que tout le monde soit vu parce qu'on n'a pas, il n'y a pas personne qui a envie de vivre un drame, d'être la cause du drame ou d'être la victime du drame. Puis, il peut y avoir beaucoup de facteurs qui font en sorte que notre conduite est altérée. On pense souvent, le fameux alcool, la drogue et compagnie, mais il y a aussi des facteurs qui peuvent être beaucoup plus généraux, comme la fatigue, par exemple. Exactement. La fatigue, ça fait partie des facultés affaiblies. Puis c'est très sournois. Parfois, on a un beau week-end au chalet de prévu, puis on a hâte de finir de travailler. Puis là, on se dit, OK, à 5 heures, là, je finis mes bagages, je vais ramasser les enfants, puis on part au chalet. Mais quand tu t'es levé à 5, 6 heures le matin, tu as ta journée dans le corps, on peut peut-être attendre au lendemain matin ou faire une petite sieste avant de partir. C'est peut-être plus sage. Parce que les signes de fatigue s'installent tranquillement. Il faut être alerte à ça aussi. Tu sais, des fois, on a de la misère à garder une vitesse constante. La seule solution, on peut boire un café, on peut ouvrir la fenêtre, mais ça ne réglera pas le problème. Ça va peut-être vous aider durant quelques minutes, mais au final, outre de faire une sieste, il n'y a pas de solution magique. Il y avait des études qui ont dit, justement, il y a quelques années de ça que j'ai lu, qu'on prenait, des décisions, beaucoup de décisions à la minute, là, parce que regarder dans le miroir, tourner la tête, c'est tous des décisions, et ça peut être fatal. On prend une mauvaise décision à tous les 90 000 décisions. Les gens disent 90 000 décisions, c'est beaucoup, mais quand on analyse que juste tourner la tête, ça peut être une décision. Donc, les décisions qu'on a à prendre au volant arrivent très rapidement et ça peut causer vraiment un accident qui peut être très, 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 très regrettable. Exactement, mais comme vous l'avez dit, parfois, on a beaucoup d'expérience. Oui, l'expérience peut aider à avoir plus certains réflexes, etc. Mais reste que la conduite, ça demande toute notre attention. C'est extrêmement complexe. Ça demande vraiment d'avoir les deux mains sur le volant, les deux yeux sur la route. Puis, quand on pense aussi que 80% des accidents avec dommages corporels sont dus à un comportement humain, et donc, pour être évitable, des fois, oui, c'est un accident. OK, là il y avait de la glace, etc. Là, c'est un accident.
Mais quand on parle que quelqu'un qui est allé à une soirée bien arrosée puis qui a pris le volant après, c'est pas un accident. Ça peut être évitable. Puis si les conséquences sont graves, autant pour la personne qui va causer l'accident que pour les autres personnes autour. Moi, quand je commençais à faire mes cours de conduite, mes parents me disaient quand tu conduis, Geneviève, conduis pour toi, mais tu conduis aussi pour les autres. Puis on en a parlé tantôt du partage de la route, mais c'est ça aussi. C'est qu'on n'est pas seul sur la route, ça a des conséquences pour tout le monde. Mhm. Et quand on prend nos cours de conduite, eh bien, on est plus frais, comme je dirais, avec les règlements, avec la façon de faire. On manque peut-être un peu d'expérience, mais avec le temps, est-ce qu'on voit qu'on en oublie des choses? Des gens qui ont leur permis de conduire depuis 30, 40 ans et qui ont peut-être pas beaucoup d'expérience totale. Est-ce qu'on voit aussi une recrudescence des accidents de ce côté, de cette tranche de population? Mais je peux pas dire qu'on voit une recrudescence, mais clairement, les campagnes de sensibilisation qu'on fait, on s'adresse vraiment à l'ensemble des usagers parce que tout le monde est concerné par ça. Absolument tout le monde. Puis, tu sais, juste pour vous donner un exemple, la ceinture de sécurité, là, ça fait combien d'années qu'on en parle? Encore aujourd'hui, il y a des gens qui ne s'attachent pas. Quand on va faire des études de terrain, on va se rendre compte que quand même 9 personnes sur 10 s'attachent. Mais quand on regarde les conducteurs décédés au volant, on se rend compte qu'il y en avait le tiers qui n'était pas attaché. Oh! Donc, ne pas porter sa ceinture de sécurité augmente de façon exponentielle les risques, là. Puis oui, puis même dans des zones de 50 km/h, si vous ne portez pas votre ceinture de sécurité, vous faites un accident, c'est comme si vous tombiez d'un édifice de 4 étages. Je ne suis pas sûre que vous avez envie de tenter l'expérience. Les conséquences sont assez fatales. Effectivement. Puis la ceinture a son rôle à jouer et la ceinture fait en sorte que vous restez bien assis dans votre siège au bon endroit pour que les coussins gonflables puissent effectuer leur travail efficacement. Oui, parce que, bon, si on voit, on est un projectile, évidemment. Puis, si je me rappelle bien, dans mes cours de conduite, on disait que, exemple donné, même une boîte de mouchoirs pouvait devenir un projectile et on prend, lors d'un impact, jusqu'à peut-être 30 fois le poids. Donc, si on a un sac, multiplié-le par 30 qui nous rentre dedans, donc il faut faire attention aussi. Mais si on devient nous-mêmes un projectile qui s'en va se buter contre le sac gonflable qui se déploie, on fait comme un genre de double. C'est comme si on se faisait littéralement happer par le sac gonflable. Ça peut vraiment être beaucoup plus grave. Et là, j'imagine qu'on réduit de beaucoup l'efficacité du sac gonflable en question, là. Mais effectivement, même les objets dans l'auto deviennent des projectiles. Donc, il y a ça aussi qu'il faut prendre en considération puis faire attention. Même les animaux doivent être attachés soit par un harnais, soit parce qu'on en voit des fois des animaux là, qui sont assis sur le conducteur. Puis ça aussi, sans être nécessairement un projectile, ça peut aussi nuire à la conduite, devenir une distraction. Alors, quand il faut prendre le volant, eh bien, il faut penser un peu à tout ça. Mais est-ce qu'on voit que les gens ont tendance à oublier tout ça? Ah, parce que le chien, bon, il se tient tout le temps tranquille en arrière, il n'y a pas de problème. Donc, on prend un peu pour acquis des choses quand on se met à conduire et quand on a relativement beaucoup d'expérience. peut-être, puis c'est ça le danger aussi, c'est de se souvenir que conduire, ça vient avec une grande responsabilité. Puis les distractions sont nombreuses. Les gens ont de plus en plus, tout le monde a un téléphone cellulaire en fait de nos jours. Les écrans sont de plus en plus gros dans les véhicules aussi. Oui. On n'a qu'à penser au dernier véhicule électrique là, avec des écrans pratiquement aussi gros que mon écran de télé à la maison, là. Exactement. Puis, distraction, c'est pas seulement les écrans non plus, mais ça peut être justement vos enfants en arrière, ça peut être vous êtes en train de manger en conduisant. On voit même parfois des gens qui vont se maquiller ou se raser au volant. C'est vraiment pas une bonne idée. Quand on fait une campagne de publicité, on s'imagine, et on en a vu dans les dernières années, campagne que j'appellerais coup de poing. Il y a eu vraiment des campagnes qui ont été très, très graphiques. On en a même encore une, je pense notamment à celle de la DJ qui est en arrière pour les écrans, justement. Elle n'a pas besoin d'être graphique, on comprend à la fin de la publicité qu'il peut avoir un accident potentiel, un face-à-face et compagnie.
Et il y a de l'autre côté du spectre, dans les milieux de vie avec Catherine Levac, qui sont très comiques. Comment est-ce qu'on fait pour imaginer un message qui va toucher la cible? Mais dans tous les cas, que ce soit une campagne qui soit humoristique ou plus choquante, l'objectif, c'est jamais de faire rire ou de choquer, c'est toujours de passer un message. Il faut toujours surprendre l'auditoire aussi, donc il faut changer un petit peu nos approches. Là, vous allez trouver que je m'éloigne un peu de la question, mais quand on pense à la SAC, souvent on va penser au permis de conduire, à l'immatriculation, mais c'est tellement plus que ça. Puis, vous donner un exemple, il y a des gens qui sont consacrés à la recherche et au développement en sécurité routière. Puis, ces gens-là vont collecter les données des accidents, des rapports d'accidents des corps policiers, puis vont collecter ces informations-là, puis ça va nous donner une source vraiment précieuse de données statistiques d'accidentologie. Ils vont être capables de nous enligner aussi sur c'est quoi les causes principales d'accidents, quels seraient les axes prioritaires et aussi peut-être des fois des tranches de la population qui sont plus visées par une certaine problématique. Donc ça va nous aider aussi à choisir quels seront nos prochains sujets de campagne, qui est-ce qu'on va aller viser avec ça. Mais il faut surtout qu'on varie aussi nos approches parce qu'il y a des gens qui vont se sentir interpellés plus par l'humour. Il y en a qui, au contraire, il faut que ça soit choquant, il faut que ça soit percutant. Donc, on varie nos approches comme ça, puis pour essayer d'aller rejoindre le plus grand nombre possible. Puis, il faut varier aussi la façon dont on va rejoindre les gens. On essaie le plus possible d'aller dans des médias locaux. Tu sais, souvent, ça va être des publicités télé, de la radio, mais il faut varier aussi nos approches parce que l'auditoire est de plus en plus fragmenté. Donc, il y a des gens qui vont se retrouver plus sur les médias sociaux. Pour vous donner un exemple, l'année dernière, lors d'une campagne sur la vitesse, on a tenté une approche par Twitch pour aller rejoindre des joueurs de jeux vidéo via des influenceurs populaires. Ça a très bien fonctionné. Alors, on varie nos messages, on varie la façon de les livrer, mais on varie aussi nos plateformes. Puis finalement, la sensibilisation à elle seule, comme je vous disais, c'est pas une fin. Il faut aussi qu'il y ait un changement de la législation. Il faut aussi que le travail des policiers est très important. Et on fait aussi d'autres actions. Par exemple, on va faire des partenariats avec des municipalités, des organismes, des contributions financières. Et on a aussi du monde sur le terrain qui vont aller à la rencontre d'entreprises, d'écoles. Donc, il y a aussi du monde là, qui font des conférences. Il y a quelque chose qui se passe directement sur le terrain aussi auprès de la clientèle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Geneviève Perron, porte-parole et relationniste à la Société d'assurance automobile du Québec. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 9 de Studio Libre. J'aimerais remercier mes invités d'aujourd'hui. Tout d'abord, le candidat pour l'équipe Mario Aubé dans le district de Masson-Angers, M. Michael Coronen, ainsi que Geneviève Perron de la Société d'assurance automobile du Québec. Je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube, également notre groupe de discussion Facebook TVC Basse-Lièvre en parenthèse officielle est disponible pour que vous puissiez vous y abonner et suivre les nouvelles de la TVC. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée et on se revoit pour un autre Studio Libre.